vous vous réveillez au son des pleurs qui résonnent dans les couloirs de marbre. Mais ces larmes ne sont pas pour le pharaon mort, gisant dans son sarcophage d'or, mais pour l'héritier vivant qui peut à peine marcher, dont la mâchoire est si déformée que les serviteurs doivent le nourrir comme un enfant, dont le corps tremble de convulsions que les médecins de la cour imputent à la possession divine. Nous sommes en 1323 avenue Jésus-Christ, et vous vous trouvez dans les salles obscures de Thèbes, observant Tutankhamon, 18 ans, s'efforcer de soulever sa crosse cérémonielle et de s'agiter. Sa sœur épouse Anka lui tient le bras, son propre visage portant les signes révélateurs de leur lignée commune, le crâne allongé, les dents proéminentes, les yeux creux qui témoignent de générations de mariages royaux entre frères et sœurs, père et fille, oncle et nièce. L'air est chargé d'encens et de peur. Les fonctionnaires de la cour échangent des regards, priant pour que les dieux ne les remarquent pas. Chacun sait ce que personne n'ose murmurer, le sang divin des pharaons est devenu un poison dans leurs veines. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Les anciens Égyptiens croyaient que leurs pharaons étaient des dieux vivants, bénis d'un sang divin qui les séparait des simples mortels. Pour préserver cette essence sacrée, ils pratiquaient ce qu'ils appelaient le mariage royal, des unions entre frères et sœurs, demi-frères et sœurs et proches parents, qui concentraient le sang divin dans leur progéniture. Pendant plus de 3000 ans, cette pratique a donné naissance à certains des dirigeants les plus puissants de l'histoire. Elle a également été à l'origine de certaines des catastrophes génétiques les plus tragiques de l'histoire. Le pied gauche atrophié de Tutankhamon traîne derrière lui tandis qu'il se dirige vers la salle du trône. Des analyses ADN modernes révéleront plus tard que ses parents étaient frères et sœurs et que leur fils avait hérité d'un cocktail dévastateur de défauts génétiques, une fente palatine, un pied botte, des hanches féminines et une colonne vertébrale si courbée que se tenir debout exigeait un effort considérable. En 1323 avenue Jésus-Christ, cependant, ces afflictions étaient considérées comme des épreuves divines, des fardeaux mystérieux prouvant sa divinité plutôt que la preuve d'une catastrophe biologique. La pratique de l'inceste royal n'est pas née de la perversion ou de l'ignorance. Elle est issue d'un système théologique sophistiqué qui considérait le pharaon comme l'incarnation terrestre du dieu Horus. Tout comme les dieux épousaient leurs frères et sœurs, Osiris épousa sa sœur Isis, Seth épousa sa sœur Nephti, leurs descendants divins devaient préserver la pureté de leur lignée céleste. Un mariage hors de la famille royale diluerait le sang divin, affaiblissant le lien du pharaon avec le royaume divin et menaçant l'ordre cosmique qui maintenait le Nil en crue et le soleil levant. Le plus ancien mariage royal attesté entre frères et sœurs remonte à la 4e dynastie, vers 2550 avenue Jésus-Christ, lorsque le pharaon Khéops épousa sa sœur Hétépher II. Mais c'est au Nouvel Empire, de 1550 à 1070 avenue Jésus-Christ, que l'inceste royal devint non seulement acceptable, mais obligatoire. Les pharaons de la 18e dynastie, dont Amenhotep III, Akhénaton et Toutankhamon, firent du mariage entre frères et sœurs une nécessité politique, un moyen de concentrer le pouvoir au sein d'une seule lignée et d'empêcher les familles rivales de revendiquer le trône. La justification théologique de ces mariages était élaborée et profondément ancrée dans la culture égyptienne. Le mythe de la création d'Héliopolis racontait comment le dieu Atum créa le monde par masturbation, donnant naissance aux dieux jumeaux Chou et Tefnou, qui s'unirent ensuite pour donner naissance à Gébénou. Leurs enfants Osiris, Isis, Seth et Nephti devinrent frères et sœurs, établissant ainsi le précédent divin de l'inceste royal. Les pharaons ne se contentaient pas de suivre la tradition, ils rejouaient l'histoire fondamentale de la création de leur civilisation. Cette justification divine devint si centrale dans la royauté égyptienne que refuser de se marier au sein de la famille royale était considéré comme un blasphème. Lorsqu'Amenhotep Ier envisagea brièvement d'épouser une princesse du Mitanni en 1400 avenue Jésus-Christ, les grands prêtres de Thèbes menacèrent de le déclarer inapte à régner. Le statut divin du pharaon dépendait entièrement de la pureté de sa lignée, et toute contamination par du sang étranger rompait son lien avec les dieux. Les conséquences pratiques de ce système théologique furent immédiates et dévastatrices. Amenhotep III,
qui régna de 1391 à 1353 avenue Jésus-Christ, épousa sa sœur Citamon et eut un fils, Akhenaton, dont les difformités physiques étaient si graves que les artistes de la cour durent développer un style artistique entièrement nouveau pour le représenter. L'art égyptien traditionnel, avec ses figures humaines idéalisées et ses proportions parfaites, ne pouvait s'adapter à un pharaon dont le corps était visiblement endommagé par des maladies génétiques. Le règne d'Akhenaton, de 1353 à 1336 avenue Jésus-Christ, marqua le début de la période la plus catastrophique de l'histoire égyptienne sur le plan génétique. Ces réformes religieuses radicales, abandon du panthéon traditionnel au profit d'un dieu solaire unique, Aton pourrait avoir été influencé par les effets neurologiques de la consanguinité. Ces représentations artistiques présentent les signes caractéristiques de troubles génétiques, un crâne allongé, des traits féminins, un ventre proéminent et des membres anormalement longs, suggérant divers déséquilibres hormonaux. Les difformités physiques du pharaon devinrent si prononcées que ses propres sujets commencèrent à remettre en question son statut divin. Des graffitis de cette période, découverts dans des villages ouvriers près d'Amarna, montrent des dessins grossiers du pharaon présentant des défauts physiques exagérés. Une inscription retrouvée dans une tombe de Saqqara dit « Le dieu roi marche comme une femme et parle comme un enfant ». Ces sentiments étaient dangereux dans une civilisation où remettre en question la divinité du pharaon était passible de mort. Lorsqu'Akhenaton choisit son épouse, il ne regarda pas au-delà de sa propre famille. Néfertiti, sa belle reine, était très certainement sa demi-sœur ou sa cousine. Malgré sa beauté célèbre préservée dans le buste emblématique en calcaire découvert en 1912, les analyses médicales contemporaines de sa momie suggèrent qu'elle aussi souffrait des conséquences génétiques de la consanguinité royale. Son crâne présente des signes de déformation crânienne, et ses restes dentaires révèlent une grave malocclusion, un mauvais alignement des dents fréquent chez les populations consanguines. Ensemble, Akhenaton et Néfertiti eurent 6 filles et au moins un fils, Toutankar, dont le patrimoine génétique allait faire de lui l'un des souverains les plus physiquement affaiblis de l'histoire. Le garçon, qui allait devenir pharaon à 9 ans, naquit avec une combinaison de troubles qui auraient dû le rendre invivable dans le monde antique. Son existence même témoignait des connaissances médicales sophistiquées des médecins égyptiens, qui parvinrent à le maintenir en vie malgré ses handicaps génétiques accablants. Les médecins de la cour de la XVIIIe dynastie ont mis au point des traitements élaborés pour les maladies génétiques qui ont affecté chaque génération de pharaons. Des papyrus de cette époque décrivent des interventions chirurgicales complexes, notamment des tentatives de correction de fentes palatines et de pieds-bottes. Le papyrus Edwin Smith, datant d'environ 1600 avenue Jésus-Christ, contient des descriptions détaillées de troubles neurologiques qui correspondent aux symptômes de plusieurs pharaons consanguins. Ces textes médicaux révèlent que les médecins égyptiens comprenaient le lien entre mariages royaux et maladies génétiques, même s'ils ne pouvaient l'expliquer en termes modernes. Un papyrus du règne d'Amenhotep III décrit la « malédiction du sang divin », soulignant que les enfants royaux souffraient souvent de maladies physiques similaires. Les médecins ont développé un système de classification sophistiqué pour ces maladies, identifiant des schémas qui ne seraient compris scientifiquement qu'avec le développement de la génétique moderne. La momie de Toutankhamon, découverte par Howard Carter en 1922, raconte une histoire de souffrance soigneusement dissimulée par l'art. Son crâne présente des signes d'hydrocéphalie, une maladie caractérisée par une accumulation de liquide dans le cerveau, provoquant de violents maux de tête et des troubles cognitifs. Sa cage thoracique est partiellement affaissée, suggérant une scoliose sévère qui aurait rendu la respiration difficile et douloureuse. Son pied gauche est si déformé que plus d'une centaine de cannes ont été enterrées avec lui dans sa tombe, allant de simples cannes en bois à des bâtons d'or élaborés conçus pour supporter son poids. L'analyse chimique de sa momie a révélé qu'il avait été embaumé avec une hâte inhabituelle et que son corps avait été gravement endommagé, probablement brûlé, avant la momification. Cela suggère que sa mort a été soudaine et inattendue malgré ses problèmes de santé chroniques. L'empressement de l'embaumeur à préserver son corps pourrait avoir été motivé par la crainte que ces troubles génétiques persistent après sa mort. La mort du jeune pharaon à 18 ans demeure mystérieuse, mais les analyses médico-légales modernes ont révélé des détails troublants sur ses derniers jours. Un scanner crânien révèle un coup à l'arrière de la tête qui pourrait lui avoir été fatal. Ses côtes sont brisées selon un schéma compatible avec un accident de char ou une chute de grande hauteur.
L'analyse chimique de ces organes révèle des niveaux élevés d'antimoine, un poison couramment utilisé dans l'Égypte antique à des fins médicinales et meurtrières. Les preuves suggèrent que Toutankar a peut-être été assassiné, peut-être par des courtisans lassés d'être gouvernés par un roi physiquement faible. Ces vulnérabilités génétiques en faisaient une cible facile pour ceux qui voulaient sa mort. L'enfant roi, qui avait survécu contre toute attente biologique, a finalement succombé aux conséquences politiques de son héritage génétique. Mais l'histoire tragique de Toutankar n'était qu'un début. La véritable catastrophe génétique de l'Égypte antique allait se produire des siècles plus tard, lorsque Ptolémée Ier, général d'Alexandre le Grand, conquit l'Égypte en 305 avenue Jésus-Christ et établit une dynastie qui allait faire paraître les mariages entre frères et sœurs des pharaons plus modérés en comparaison. Les Ptolémées, qui régnèrent sur l'Égypte de 305 à 30 avenue Jésus-Christ, élevèrent l'inceste royal au rang d'art. Pendant près de 3 siècles, ils ont donné naissance à 15 générations de souverains qui ont marié leurs frères, sœurs, filles et nièces avec une telle constance que leur arbre généalogique ressemble davantage à une spirale génétique qu'à une généalogie ramifiée. Les Ptolémées ne se sont pas contentés de pratiquer l'inceste, ils l'ont institutionnalisé, créant un système de mariage royal plus fermé que toute autre dynastie de l'histoire de l'humanité. Contrairement aux pharaons qui justifiaient leur mariage par la théologie égyptienne, les Ptolémées pratiquaient l'inceste pour des raisons purement politiques. En tant que Grecs macédoniens régnant sur une population égyptienne conquise, ils devaient préserver leur identité ethnique tout en revendiquant leur légitimité pharaonique. Se marier au sein de leur propre famille servait ces deux objectifs, préserver leur lignée grecque tout en adoptant la tradition royale égyptienne du mariage entre frères et sœurs. Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie, était l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre et un homme politique habile, conscient de l'équilibre délicat nécessaire au règne de l'Égypte. Il épousa Bérénice Ier, une noble macédonienne, et sembla d'abord rejeter la pratique égyptienne de l'inceste royal. Mais à mesure que son règne progressait, il commença à percevoir les avantages politiques des mariages fermés. Son fils, Ptolémée II, adhéra pleinement à cette pratique, créant un précédent qui allait définir la dynastie pour les 3 siècles suivants. Ptolémée II, qui régna de 283 à 246 avenue Jésus-Christ, établit le modèle de l'inceste ptolémaïque en divorçant de sa première épouse, Arsinoé, pour épouser sa sœur germaine, Arsinoé II. Ce n'était pas une exigence théologique, mais un choix conscient de concentrer le sang ptolémaïque chez ses héritiers. Le mariage fut célébré par des cérémonies élaborées mêlant traditions grecques et égyptiennes, créant un nouveau rituel royal qui allait se perpétuer de génération en génération. L'union du couple fut un succès politique remarquable. Arsinoé II se révéla une co-régente habile qui contribua à étendre le pouvoir ptolémaïque dans toute la Méditerranée. Elle fut déifiée après sa mort, et son culte devint l'un des plus populaires du monde antique. Le succès politique de ce mariage fraternel convainquit les Ptolémées suivants que l'inceste était non seulement acceptable, mais nécessaire à la survie dynastique. L'attachement des Ptolémées au mariage entre frères et sœurs était si absolu qu'ils en mariaient souvent plusieurs successivement. Ptolémée VII, qui régna de 144 à 116 avenue Jésus-Christ, épousa sa sœur Cléopâtre II. Après sa mort, il épousa sa fille, Cléopâtre III, sa propre nièce. À la mort de Cléopâtre III, il épousa sa fille, Cléopâtre IV, devenant ainsi à la fois oncle, beau-père et mari de la même femme. Ces mariages en série n'étaient pas rares dans l'Égypte ptolémaïque, ils étaient la norme. La précision mathématique de la consanguinité ptolémaïque est stupéfiante. Les généticiens ont calculé qu'à l'époque de Cléopâtre VII, la célèbre Cléopâtre qui séduisit Jules César et Marc-Antoine, la famille royale ne comptait que 6 ancêtres distincts dans son arbre généalogique sur 5 générations. Dans un arbre généalogique normal, elle aurait eu 32 ancêtres distincts sur la même période. Les Ptolémées avaient réduit leur diversité génétique à moins de 20% de ce qu'elle aurait dû être. Ce goulot d'étranglement génétique résultait d'une planification minutieuse de la part des souverains ptolémaïques, qui considéraient leur lignée comme une ressource précieuse à préserver. Ils élaborèrent des contrats de mariage élaborés spécifiant non seulement qui pouvait épouser qui, mais aussi combien d'enfants chaque couple devait avoir et dans quel ordre. Ces contrats, conservés sur des rouleaux de papyrus découverts dans la région du Fayoum, révèlent une dynastie obsédée par la pureté génétique jusqu'à la précision mathématique.
Et leurs dynasties ont payé le prix fort pour cette expérience biologique. Leurs désastres génétiques servent d'avertissement quant aux dangers des systèmes de reproduction fermés et à l'importance de la diversité génétique pour la survie humaine. L'histoire des souverains consanguins d'Égypte a pris une nouvelle dimension à l'ère moderne, les généticiens ayant commencé à comprendre l'ampleur des dommages causés par l'inceste royal. L'analyse ADN des momies pharaoniques a révélé des troubles génétiques bien plus graves qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de l'histoire de l'Égypte antique et des facteurs biologiques qui ont façonné l'une des plus grandes civilisations du monde. L'héritage de l'inceste royal s'est étendu bien au-delà de la mort des pharaons. La catastrophe génétique qui a détruit les dynasties régnantes d'Égypte a eu des répercussions qui ont remodelé le monde antique et influencé le cours de la civilisation humaine pour les millénaires à venir. Lorsqu'Octave est finalement entré à Alexandrie en 30 avenue Jésus-Christ, ses soldats ont découvert un trésor de documents médicaux révélant l'ampleur réelle du désastre génétique pharaonique. Les médecins royaux avaient consigné avec soin chaque malformation congénitale, chaque grossesse ratée, chaque décès prématuré qui avait affligé la dynastie pendant 3 siècles. Ces rouleaux de papyrus, écrits en hiéroglyphes grecs et égyptiens, constituaient la première documentation systématique des effets de la consanguinité prolongée sur une population humaine. Le médecin romain Galien, qui visita Alexandrie en 162 après Jésus-Christ, étudia ces archives en profondeur et en intégra les conclusions dans ses propres écrits médicaux. Ces traités sur les maladies héréditaires, fondés en partie sur des documents médicaux pharaoniques, allaient influencer la médecine européenne pendant plus de 1000 ans. Les catastrophes génétiques de l'Égypte antique ont involontairement contribué au développement de la médecine, les médecins s'efforçant de comprendre et de traiter les conséquences de l'inceste royal. Mais l'impact le plus profond de la consanguinité royale égyptienne a été son impact sur l'institution même de la royauté. L'effondrement du système pharaonique a démontré que le sang divin ne suffisait pas à entretenir une dynastie. Les Romains qui héritèrent du contrôle de l'Égypte développèrent une approche très différente de la succession impériale. Plutôt que de s'appuyer sur la lignée, ils créèrent un système d'adoption qui permettait aux empereurs de choisir leurs successeurs en fonction de leurs aptitudes plutôt que de leur génétique. L'empereur romain Auguste, qui vainquit Cléopâtre, était parfaitement conscient des dangers de la monarchie héréditaire. Il avait été le témoin direct de l'affaiblissement des Ptolémées par des maladies génétiques, les rendant vulnérables à la conquête. Sa solution fut d'établir la dynastie julio-claudienne grâce à une combinaison de liens de sang et d'adoption stratégique, préservant ainsi la continuité politique tout en évitant les obstacles génétiques qui avaient détruit les pharaons d'Égypte. Cependant, même les Romains ne purent échapper totalement à l'attrait de l'inceste royal. L'empereur Caligula, qui régna de 37 à 41 après Jésus-Christ, aurait entretenu des relations incestueuses avec ses sœurs. Son comportement erratique qui l'amena notamment à se proclamer Dieu et à nommer son cheval consul pourrait avoir été influencé par les troubles génétiques présents dans la lignée julio-claudienne. Son assassinat après seulement 4 ans de règne démontra que même le système politique sophistiqué de Rome ne pouvait protéger un dirigeant génétiquement compromis. L'empereur Claude, successeur de Caligula, commanda une étude détaillée des dynasties égyptiennes déchues. Cette recherche, menée par l'historien Manéthon le Jeune, aboutit à la première analyse exhaustive de la contribution de l'inceste royal à l'effondrement du pouvoir pharaonique. Les conclusions de l'étude étaient si troublantes que Claude ordonna la destruction de la plupart des copies, craignant qu'elles n'encouragent le sentiment républicain en démontrant la faiblesse inhérente à la monarchie héréditaire. Les rares fragments survivants de l'œuvre de Manéthon offrent un aperçu effrayant des dernières générations de la 18e dynastie. Il décrit des pharaons si déformés physiquement qu'ils ne pouvaient apparaître en public que vêtus de masques élaborés et de vêtements de cérémonie destinés à dissimuler leur handicap. Un passage décrit le prédécesseur immédiat de Toutankhamon, Smenkhare, comme un roi qui parlait à voix basse et marchait avec la démarche d'un enfant infirme, dont la seule présence faisait détourner le regard de ses sujets, honteux. L'historien documente également les tromperies élaborées utilisées pour entretenir l'illusion de la divinité pharaonique. Les artistes de la cour étaient tenus d'idéaliser l'apparence physique des souverains, créant des représentations artistiques qui ne ressemblaient en rien à la réalité. Statues et peintures présentaient les pharaons comme des spécimens parfaits,
tandis que les véritables souverains souffraient de graves handicaps qui rendaient extrêmement difficiles des fonctions essentielles comme la marche et la parole. Ces tromperies artistiques devinrent si élaborées qu'elles influencèrent le développement de l'art égyptien pendant des siècles. Le style caractéristique des portraits royaux, qui mettait l'accent sur les formes humaines idéalisées et le symbolisme divin, était en réalité un système sophistiqué de propagande visuelle destiné à dissimuler des maladies génétiques. Le célèbre masque mortuaire en or de Toutankhamon, avec ses traits parfaits et son expression sereine, représente l'apogée de cette tradition artistique, un magnifique mensonge destiné à dissimuler une réalité tragique. Les implications religieuses de l'inceste royal étaient tout aussi profondes. L'effondrement du système pharaonique a remis en question les croyances égyptiennes fondamentales sur la nature divine de la royauté. Si les pharaons étaient véritablement des dieux, comment leur lignée pouvait-elle être si faible? Si l'inceste royal était d'origine divine, pourquoi a-t-il produit des conséquences aussi dévastatrices? Ces questions ont suscité des débats théologiques qui ont duré des siècles et ont finalement contribué au déclin de la religion égyptienne traditionnelle. Le clergé de l'Égypte antique s'est retrouvé dans une situation intenable. Il avait enseigné pendant des millénaires que l'inceste pharaonique était non seulement acceptable, mais nécessaire au maintien de l'ordre cosmique. L'effondrement génétique des lignées royales les a contraints à élaborer des explications théologiques de plus en plus complexes pour expliquer pourquoi les dieux permettaient à leurs représentants terrestres de souffrir de telles afflictions. Certains prêtres affirmaient que les troubles génétiques du pharaon étaient des épreuves divines, prouvant sa divinité en démontrant sa capacité à transcender les limitations physiques. D'autres suggéraient que ces afflictions étaient des châtiments pour des péchés inconnus, une justice cosmique pour des transgressions incompréhensibles pour les mortels. Ces acrobaties théologiques devinrent de plus en plus désespérées à mesure que les preuves d'une catastrophe génétique devenaient impossibles à ignorer. Le mythe égyptien de la création lui-même fut remis en question. Si Osiris et Isis avaient établi le précédent divin du mariage fraternel, pourquoi leurs descendants pharaoniques subirent-ils des conséquences aussi terribles? Certains prêtres radicaux suggérèrent que les dieux avaient retiré leur bénédiction à la lignée royale, tandis que d'autres avancèrent que le récit traditionnel de la création avait été mal interprété par les générations précédentes de théologiens. La crise de foi déclenchée par l'inceste royal a contribué à l'essor de mouvements religieux alternatifs dans l'Égypte antique. Le culte de Sérapis, introduit par les premiers Ptolémées, a gagné en popularité en partie parce qu'il offrait un modèle différent de divinité, indépendant de l'héritage héréditaire. De même, l'influence croissante de la philosophie grecque dans les cercles intellectuels égyptiens a fourni des explications rationnelles à des phénomènes naturels jusque-là attribués à une intervention divine. Les conséquences médicales de l'inceste royal ont également eu des répercussions profondes sur la société égyptienne antique. Les traitements élaborés mis au point pour les pharaons génétiquement compromis ont permis des avancées significatives dans les techniques chirurgicales, la pharmacologie et les connaissances anatomiques. Les médecins égyptiens sont devenus les plus compétents du monde antique, notamment parce qu'ils devaient traiter des maladies génétiques inconnues dans d'autres civilisations. Les papyrus médicaux qui documentent les traitements des maladies génétiques royales fournissent des informations précieuses sur la pratique médicale ancienne. Le papyrus Edwin Smith, qui décrit les interventions chirurgicales pour le traitement des traumatismes crâniens, pourrait avoir été rédigé en partie pour remédier aux problèmes neurologiques qui affligeaient les pharaons consanguins. Le papyrus Hébert, qui répertorie plus de 700 traitements médicaux, inclut de nombreux remèdes contre les maladies génétiques endémiques dans la lignée royale. Ces avancées médicales ont eu des conséquences inattendues sur la société égyptienne dans son ensemble. Les techniques développées pour traiter les maladies génétiques royales ont finalement été appliquées à la population générale, ce qui a permis à l'Égypte de conserver sa position de civilisation la plus prospère du monde antique. L'ironie est que les désastres génétiques de la famille royale ont indirectement bénéficié aux sujets mêmes qui ont été contraints d'adorer ces souverains physiquement affaiblis comme des dieux vivants. L'impact économique de l'inceste royal fut tout aussi considérable. Les ressources colossales nécessaires à la gestion de pharaons génétiquement compromis détournèrent les richesses des investissements productifs dans les infrastructures, l'agriculture et le commerce. La dynastie ptolémaïque dépensa des sommes considérables en traitements médicaux, en équipements spécialisés et en logements de cour pour des souverains à peine capables de gouverner. Les archives financières de l'époque ptolémaïque,
conservés sur des rouleaux de papyrus découverts à Oxyrhynchus, révèlent les coûts exorbitants de l'entretien d'une famille royale consanguine. Les dépenses médicales de Ptolémée VI absorbaient à elles seules près de 10% des revenus annuels du royaume. La dynastie dépensait des sommes colossales en mobilier spécialisé, vêtements sur mesure et appareils mécaniques destinés à aider les souverains handicapés physiques à accomplir leurs devoirs cérémoniels. La crise économique s'aggrava encore à mesure que les problèmes génétiques de la dynastie s'aggravaient. Plus tard, les souverains ptolémiques eurent besoin d'équipes de serviteurs pour les aider dans les activités de base comme manger, marcher et parler clairement lors des cérémonies publiques. La maison royale connut une expansion exponentielle, chaque génération de pharaons ayant besoin d'une assistance accrue pour maintenir l'illusion de la compétence divine. Ces pressions financières contribuèrent à l'instabilité politique qui finit par détruire le royaume ptolémique. La lourde fiscalité destinée à financer les dépenses médicales royales déclencha de nombreuses rébellions parmi les paysans et les ouvriers urbains égyptiens. L'incapacité de la dynastie à investir dans la technologie et les infrastructures militaires rendit l'Égypte de plus en plus vulnérable à la conquête étrangère. L'impact psychologique de l'inceste royal s'est étendu bien au-delà de la famille royale immédiate. Les fonctionnaires de la cour au service de pharaons génétiquement compromis ont développé des mécanismes d'adaptation élaborés pour gérer la dissonance cognitive liée à l'adoration de souverains manifestement imparfaits comme des dieux vivants. De nombreux courtisans souffraient de ce que les psychologues modernes qualifieraient de symptômes de stress chronique et de troubles anxieux. Les récits contemporains décrivent l'atmosphère surréaliste qui régnait dans les cours royales des dynasties consanguines. Les courtisans étaient tenus d'entretenir la fiction d'une divinité pharaonique tout en constatant quotidiennement des troubles génétiques royaux. Cela a créé une culture de tromperie élaborée et d'aveuglement volontaire qui a contaminé tous les aspects de la vie au palais. Les mémoires de Démétrius le Cynique, philosophe grec qui officia à la cour ptolémique au IIe siècle avant Jésus-Christ, offrent un aperçu rare des conséquences psychologiques du service d'une dynastie consanguine. Il décrit les protocoles élaborés conçus pour dissimuler les handicaps royaux, notamment les interactions scénarisées qui permettaient aux pharaons mentalement déficients de paraître compétents lors des audiences publiques. Démétrius décrit également la paranoïa et la peur qui caractérisaient la vie au palais sous des souverains génétiquement compromis. Les courtisans vivaient dans la terreur constante de révéler accidentellement l'étendue réelle des handicaps royaux. Ceux qui étaient témoins de crises pharyngées, d'incontinence ou d'autres symptômes gênants étaient souvent tués afin de préserver la fiction de la perfection divine. L'impact de l'inceste royal sur l'art et l'architecture de l'Égypte antique fut profond et durable. La nécessité de dissimuler les maladies génétiques a conduit au développement de conventions artistiques hautement stylisées qui ont influencé la culture égyptienne pendant des millénaires. Sculpteurs et peintres ont créé un langage visuel idéalisé, sans commune mesure avec la réalité physique de leurs sujets royaux. Les célèbres statues colossales de pharaons, aux proportions parfaites et aux expressions sereines, étaient en réalité des œuvres de propagande sophistiquées destinées à contrecarrer les preuves visuelles d'une catastrophe génétique. Plus un pharaon était physiquement affaibli, plus ses représentations artistiques étaient idéalisées. Cette relation inverse entre réalité physique et représentation artistique a donné naissance à certaines des œuvres les plus belles et les plus complexes psychologiquement de l'histoire de l'humanité. L'héritage architectural de l'inceste royal est tout aussi fascinant. Nombre des monuments les plus célèbres de l'Égypte antique ont été conçus pour s'adapter aux limitations physiques des pharaons génétiquement déficients. Les rampes douces et les larges couloirs de nombreuses tombes royales ont été construits pour permettre aux souverains handicapés d'accéder à leur dernière demeure. Les dispositifs mécaniques élaborés découverts dans les chambres funéraires pharaoniques pourraient être des technologies d'assistance plutôt que des artefacts religieux. La Grande Pyramide de Gizeh, longtemps considérée comme l'expression ultime du pouvoir pharaonique, pourrait en réalité représenter une tentative désespérée de projeter sa force face à une faiblesse génétique. L'imposante taille de la pyramide et ses proportions parfaites créent une déclaration visuelle écrasante d'autorité divine, compensant la fragilité physique des pharaons qui la commanditèrent. La réputation internationale de l'Égypte antique fut également affectée par l'inceste royal. Les diplomates et commerçants étrangers qui visitaient les cours pharaoniques étaient souvent choqués par les troubles génétiques évidents dont ils étaient témoins au sein de la famille royale.
Ces observations ont influencé la manière dont les autres civilisations percevaient les prétentions égyptiennes à la royauté divine et ont contribué au déclin progressif de l'influence égyptienne dans les affaires internationales. La correspondance diplomatique des archives d'Amanna révèle le scepticisme croissant des dirigeants étrangers envers les pharaons égyptiens. Une lettre du roi hittite Subiluma Ier à Antan contient des moqueries à peine dissimulées sur l'apparence physique du pharaon, le décrivant comme « le roi-dieu qui parle comme une femme et marche comme un enfant ». De telles insultes diplomatiques auraient été impensables à l'époque où les pharaons égyptiens inspiraient un respect sincère à leurs pairs internationaux. Le déclin de la puissance militaire égyptienne était directement lié à la détérioration génétique de la lignée royale. Les pharaons, qui pouvaient à peine marcher, étaient incapables de mener des armées au combat, ce qui les obligeait à recourir de plus en plus à des mercenaires étrangers et à des troupes alliées. Cette faiblesse militaire rendit l'Égypte vulnérable à la conquête et finit par la perdre. La bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ, qui mit fin au règne pothique, fut autant une catastrophe biologique qu'une défaite militaire. Les forces de Cléopâtre comprenaient de nombreux soldats égyptiens qui avaient perdu confiance en leur reine génétiquement compromise. La défection de sa flotte reflétait l'effondrement général de la loyauté qui se produisit lorsque les sujets ne purent plus croire à la nature divine de leurs dirigeants. La conquête romaine de l'Égypte marqua la fin de la plus longue expérience d'inceste royal au monde. Mais elle permit également de préserver des preuves inestimables de ses conséquences. Les administrateurs romains qui prirent le contrôle des archives égyptiennes découvrirent des milliers de documents détaillant les conséquences médicales, économiques et politiques de la consanguinité prolongée. Ces archives allaient influencer la politique impériale romaine pendant des siècles et fournir aux historiens modernes des informations inédites sur la génétique de la royauté antique. L'histoire des souverains consanguins d'Égypte nous rappelle avec force les fondements biologiques de la civilisation humaine. Aussi sophistiquée soit-elle, une culture ne peut échapper aux lois fondamentales de la génétique. Les pharaons et les Ptolémiens croyaient que leur sang royal les rendait supérieurs aux humains ordinaires, mais leur attachement à la pureté génétique les rendait finalement inférieurs à l'humanité. Les pleurs qui résonnèrent dans les couloirs de marbre des voleurs le jour de la mort de Toutankhamon n'étaient pas seulement le deuil d'un pharaon déchu. C'était le son d'une catastrophe génétique touchant enfin à sa conclusion tragique, le dernier murmure d'une lignée qui s'autodétruisait lentement depuis plus de 1000 ans. Dans leur quête pour devenir des dieux, les pharaons avaient oublié comment rester humains. Et, finalement, cet oubli leur a tout coûté. Leur héritage perdure non pas dans le sang divin qu'ils cherchaient à préserver, mais dans le récit édifiant qu'ils ont laissé derrière eux, un avertissement sur le prix de l'orgueil génétique qui résonne à travers les millénaires, aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 3000 ans à l'ombre des pyramides.